Madame la Présidente, mes chers confrères, honorable assistance, nous allons quitter un petit peu le domaine de la cancérologie pour nous plonger un petit peu dans la lumière laser. Nous nous sommes proposés donc de vous faire une mise au point sur l'apport des lasers en cavité buccale. Nous rappelons que le laser est une technologie ancienne qui a bouleversé les esprits dans le domaine de l'industrie et de l'armement et qui s'est perfectionné progressivement ces dernières années pour devenir une technique de pointe et un outil de travail en médecine dentaire. Il est d'utilisation facile, son champ d'application est large, en chirurgie buccale, en parodontologie, en endodontie, grâce à ses propriétés photodynamiques et photochimiques dans la biostimulation. On lui reconnaît certains effets, des effets anti-inflammatoires, anti-œdémateux, des effets antalgiques et enfin les effets cicatrisants. À travers cet exposé, nous essayons de vous présenter dans la première partie les notions de base que doit connaître l'utilisateur du laser. La seconde partie s'intéressera aux applications du soft laser dans le domaine de la douleur et de la cicatrisation, domaine auquel l'odontologiste est souvent confronté. Certaines grandes dates du laser sont à retenir. En effet, l'histoire du laser remonte en 1917, quand Albert Einstein énonce la théorie de l'émission stimulée. Le mot laser a été inventé par Gordon Gould en 1957. L'équipe du physicien Jacques Bonlieu a mis au point le laser CO2, et qui était le laser à gaz le plus puissant à l'époque. Plus tard, d'autres lasers sont apparus, tels que le hard et soft laser, diode. Nous avons les lasers actuels, c'est le laser excimer, qui est formé de plusieurs lasers et qui est très puissant. Nous remarquons qu'au terme de ce bref historique, il existe différents lasers et que ces lasers sont appliqués dans différents domaines. Alors, que signifient les initiales laser? Le mot laser est l'acronyme anglais de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Vous vous excusez un petit peu en anglais, j'ai fait du russe, c'est pas de l'anglais, qui signifie en français lumière amplifiée obtenue par émission stimulée de radiation. C'est aussi un rayonnement électromagnétique, de même nature que la lumière, produit dans un oscillateur et qui a pour effet de concentrer les ondes en fréquence et en phase, donnant au rayonnement lumineux un rayonnement plus puissant que la lumière. Alors, du point de vue aspect physique des lasers, le remaniement correct des différents lasers nécessite certaines connaissances de base. Nous n'avons pas la prétention de vous expliquer ou de vous donner un cours sur la physique des lasers. Néanmoins, nous insistons sur certains paramètres qui sont utiles pour l'utilisateur du laser. Alors, qu'est-ce que c'est l'émission stimulée? Alors, l'émission stimulée laser consiste en l'émission d'un photon supplémentaire dans sa phase instable. Ça veut dire tout simplement que quand un électron il est illuminé, il va passer de la couche supérieure à la couche inférieure et ce déplacement-là va donc produire la stimulation donc, du photon et qui va donner donc deux photons supplémentaires. Alors, quels sont les éléments importants dans le laser? Je peux avoir un pointeur. Nous avons d'abord la source d'énergie. Alors, une source d'énergie qui est donc la lumière. Nous avons le milieu actif et nous avons une cavité optique qui est formée de miroirs. Alors, le principe est le suivant. Il y a une simulation donc du milieu actif par pompage. Ce qu'on appelle le pompage, c'est la source d'énergie externe. Donc ce milieu actif, il n'est pas inerte, il contient des ions et des molécules dans lesquelles l'absorption et l'émission des photons sont liées aux transitions des électrons entre différentes énergies. Et on aura donc la formation d'un faisceau qui va être concentré et focalisé, et ce qu'on appelle donc le faisceau laser.
Une source d'énergie, on l'a vu, c'est la lumière externe. Une cavité optique qui est formée de deux miroirs et qui permet aux photons de sortir de la cavité, donc laser. Alors, selon le milieu actif, il existe différents lasers. On peut avoir un laser à cours solide ou le laser à gaz. D'autres lasers aussi, comme le laser à colorant, à diode ou laser à cristaux. Du point de vue propriété des lasers, on peut dire que le laser produit une lumière densité qui est bien différente de la lumière ordinaire. Ça veut dire tout simplement que la lumière naturelle, elle est désordonnée, elle va dans tous les sens, il y a plusieurs couleurs. Donc, elle est dans tous les sens, plusieurs couleurs, plusieurs longueurs d'onde. Alors que la lumière laser, c'est une lumière qui a une seule couleur, elle est monochrome, une seule longueur d'onde et elle va dans une seule direction. Il en résulte donc trois propriétés typiques du rayonnement laser, le monochromatisme, la cohérence et la propagation unidirectionnelle, ce qui fait de ce faisceau, donc laser, un faisceau très important. Alors certains paramètres sont aussi indispensables à connaître. Nous avons la longueur d'onde qui est très importante dans le laser. Elle se mesure en nanomètres et un nanomètre est égal à 1 milliardième de mètre. C'est l'équivalent un petit peu d'un billet de $1. Elle est constante pour chaque laser et elle joue un rôle très important dans l'effet tissulaire. Il existe deux longueurs d'onde. Nous avons la longueur d'onde visible qui est située entre 400 et 700 nanomètres. Et la longueur d'onde invisible, elle est inférieure à 400 et supérieure à 750. Là, c'est la plage des infrarouges. Là, c'est la plage plutôt des ultraviolets. Un autre paramètre qui est important, c'est le mode d'émission. Le mode d'émission, donc, il est en fonction de la puissance délivrée. Il peut être en mode continu. À ce moment-là, il n'y a pas de repos et donc il n'y a pas de phase de refroidissement. Comme il peut être en mode pulsé. Donc on aura une phase de récupération, pulse, pause, donc phase de récupération et phase de refroidissement. Il existe aussi le mode ultra-pulsé, où les pulses ont une durée et une puissance qui est fixe. Alors il y a la puissance aussi qui est un paramètre très important dans les lasers. Elle se mesure en milliwatts ou en watts. On parlera donc d'un hard laser lorsque la puissance du rayonnement se situe dans la plage de haute énergie, laser à haute énergie, et on parlera d'un soft laser ou laser athermique lorsque la puissance du rayonnement se situe dans la plage des lasers à basse énergie. Nous avons donc la différence qui existe entre un hard laser et un soft laser, c'est surtout au niveau de la puissance. Le hard, il varie de 2 à 20 watts, alors que le soft laser, on peut aller jusqu'à 300 milliwatts. Alors, quels sont les lasers utilisés en médecine dentaire? Nous avons vu tout à l'heure que le milieu actif, donc c'est selon le milieu actif qu'on va avoir différents lasers. On peut avoir donc des lasers à milieu gazeux, des lasers à milieu solide. Dans les lasers à milieu gazeux, nous retenons l'argon, le CO2, l'hélium néant. Alors pour l'argon, il est situé dans la plage, donc dans la longueur d'onde, elle est inférieure, donc il est dans la plage visible. Il est absorbé par l'hémoglobine et peut être utilisé pour le blanchiment des dents. Si je prends le CO2, c'est un gaz qui est très puissant, donc avec une longueur d'onde qui est importante, 10 000 à 600 nanomètres. Il est absorbé dans l'eau et il est utilisé beaucoup plus en chirurgie. Pour l'hélium néant, il est absorbé par l'hémoglobine et il sert surtout pour la biostimulation. Donc, en ce qui concerne les lasers à milieu solide, nous retenons l'herbium-iag, le NdIAG et le GALAS. Alors, l'herbium-iag reste un laser d'actualité. Il a un large spectre d'application. Il est absorbé dans l'eau et il peut même traiter les tissus durs. Pour le GALAS, c'est un laser aussi important. Il a deux longueurs d'onde. Quand il est à 810, il a une profondeur de pénétration de 2 mm. Quand il est à 980 nanomètres, il a une longueur de pénétration de 5 mm. Il est donc absorbé par l'eau et par l'hémoglobine. Et donc, il a un spectre très large
il est utilisé en chirurgie buccale, il est utilisé aussi pour la décontamination des canaux et des sulcus, et on l'utilise aussi pour la biostimulation. Alors, quels sont les effets thermiques de ces lasers sur la matière biologique? Les faisceaux laser sont caractérisés par la réflexion. Ça veut dire que le faisceau laser est attiré seulement par la couleur à traiter. C'est la couleur rouge comme l'hémoglobine tout à l'heure, donc il sera attiré par le rouge. Il y a donc l'effet de transmission. Le faisceau laser traverse la peau sans risque de transmission d'énergie. Et enfin l'absorption. Le faisceau laser, il est absorbé, c'est-à-dire par les tissus. Alors, comment se fait cette absorption? Nous rappelons que la structure de la muqueuse buccale et des tissus buccaux, elle est composée d'eau, d'hémoglobine, d'hydroxyapatite et de mélanine, et que dans la longueur d'onde de 400 à 800 nanomètres, l'absorption, elle se fait dans l'hémoglobine et dans les pigments aussi, qui sont visibles à l'œil humain. Au-delà, quand c'est supérieur à 900 nanomètres jusqu'à 1000 nanomètres, l'absorption se fait dans l'eau et elle diminue dans l'hémoglobine. Et quand c'est supérieur à 10 000 nanomètres, l'absorption, elle est beaucoup plus dans l'eau et dans l'hydroxyapatite. Alors, ce que doit retenir l'utilisateur comme longueur d'onde et laser en médecine dentaire, c'est que si on veut faire de la biostimulation, on fera appel à un soft laser et surtout les lasers à diode, dans la longueur d'onde est de 600 à 1000 nanomètres. Si on veut faire de la chirurgie au niveau de la muqueuse, on fera appel à un arc laser, soit le CO2, soit l'erbium-YAG. Pour aussi travailler sur les tissus durs, la même chose, on peut faire appel à l'erbium-YAG. Les effets du laser sur donc, les tissus, on l'a vu déjà, ils dépendent de la longueur d'onde, de la puissance, de la durée et des caractéristiques du tissu à traiter. Alors, l'effet laser donc, peut provoquer un effet de vaporisation sur les cellules. Donc, les cellules peuvent s'évaporer et se carboniser, le cas du CO2 par exemple, quand on utilise des hautes puissances, c'est-à-dire c'est surtout le cas du hard laser. Il peut avoir un effet de coagulation. Il est provoqué surtout par l'effet photothermique. Il est utilisé pour détruire des petites tumeurs ou réaliser l'hémostase. Et enfin, il a l'effet photochimique. Ça veut dire que l'énergie lumineuse, elle est absorbée au lieu d'être dissipée sous forme de chaleur. Et il est utilisé surtout pour la biostimulation. Alors, nous avons choisi comme laser le soft laser, le laser à diode. On l'appelle aussi le low wave laser. Il est caractérisé par une longueur d'onde située entre 600 et 900 nanomètres. Il a une action thermique qui est pratiquement nulle. Il y a une différence, on l'a vu déjà, entre le soft et le hard laser. C'est surtout en ce qui concerne la puissance, mais non pas forcément au niveau de la longueur d'onde. Alors les soft lasers ils ne détruisent pas la cellule, mais au contraire, ils vont stimuler son métabolisme pour arriver aux effets suivants. Donc ils peuvent avoir l'effet anti-inflammatoire, anti-œdémateux. Ils sont cicatrisants et antalgiques. Alors ces effets sont classés en deux groupes. Nous avons la biostimulation ou la thérapie photodynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire biostimulation? Tout simplement, c'est un stimulus qui est capable de produire ou d'accélérer une réponse physiologique. On peut dire que c'est une thérapie pratiquement naturelle. Alors le laser aide notre corps à produire de l'ATP, donnant ainsi de l'énergie à nos cellules. Les cellules deviennent des super récupérateurs d'énergie qui pourront à leur tour stimuler le processus de défense en augmentant l'immunité. Immunité augmentée explique que les tissus vont gérer l'agression, quelle que soit mécanique, physique ou chimique. La thérapie photodynamique, donc les effets du soft laser sont diversifiés. Il a un effet donc ontalgique et un effet de myorelaxation qui peut être produit à partir d'une modification du potentiel de membrane cellulaire nerveuse, conduisant à une hyperpolarisation avec une augmentation de la libération des bêta-endorphines, qui va atténuer justement l'effet de la douleur. Alors son champ d'application est très large. Il est préconisé en thérapie préventive comme en thérapie curative.
il donne de bons résultats et il rend de grands services sur les lésions de la muqueuse buccale, notamment l'herpès. Soit le sujet est vu avant l'apparition de l'érythème et à ce moment-là, le processus herpétique est arrêté, ou bien il est vu après l'apparition de la vésicule et l'effet laser, il va permettre une cicatrisation très rapide. Le cas de l'afte aussi, nous avons donc deux soucis pour traiter l'afte, c'est celui de diminuer la douleur et d'obtenir la cicatrisation. Il est préconisé aussi dans les mucites, post-radiothérapiques ou post-chimiothérapiques, soit en traitement préventif et il diminue l'apparition de la mucite, soit en post, et à ce moment-là, il va traiter beaucoup plus les mucites invalidantes de stade 3 et 4. Il donne de bons résultats par son effet donc ontalgique et cicatrisant. On utilise aussi dans les péricoronarites, donc il a un effet ontalgique et anti-inflammatoire. Il est utilisé dans les extractions dentaires. L'application peut être en paire ou post-extractionnelle. Donc il va diminuer beaucoup plus les douleurs, activer la cicatrisation et empêcherait éventuellement les complications, surtout infectieuses. Il est préconisé dans les douleurs, soit de l'ATM, soit la névralgie du trijumeau. Il permet une décontraction neuromusculaire par effet de myorelaxation. Il est utilisé actuellement dans les stomatodinies, mais ce sont des essais cliniques en cours encore. Alors pourquoi choisit-on un soft laser? Eh bien on le choisit par rapport à ses avantages, nous l'avons vu déjà. Il est ontalgique, il est aseptisant, il assure une biostimulation, il permet le blanchiment des dents. On peut faire même de l'acupuncture avec. L'acupuncture au laser reste une thérapie en vogue en ce moment, surtout pour les névralgies faciales. Il est utilisé chez les patients anxieux. Les soins sont de courte durée, c'est-à-dire on travaille sur une petite surface réduite, par conséquent l'effet est très rapide. Et enfin, c'est un traitement qui est quand même non invasif. Alors, comment se fait un traitement au laser? Nous avons choisi, donc nous disposons d'un soft laser à longueur d'onde de 810 nanomètres. C'est un laser à diode. Le tout est programmé pratiquement dans l'appareil. Nous avons les paramètres relatifs aux indications thérapeutiques qui sont préprogrammés. Et c'est un laser qui ne nécessite pas le port de lunettes. C'est la dernière innovation d'Oralia. Comment se fait donc le traitement au laser? Le patient est installé confortablement, la cavité buccale est illuminée par un faisceau laser, la fibre optique est guidée manuellement sur les muqueuses. Alors, quelles sont les précautions? Il est impératif de ne jamais diriger les rayons dans les yeux. Le port de lunettes est obligatoire, sauf pour le laser qu'on vient de vous montrer. Alors, ne pas traiter les porteurs de pacemaker, les femmes enceintes et les lésions non identifiées. Alors, présentation de nos cas cliniques. Il s'agit du jeune patient âgé de 22 ans qui s'est présenté à la consultation 24 heures après l'apparition d'un herpès labial. Nous l'avons pris en charge donc, et nous avons appliqué 2 séances de laser. Résultat à J3, diminution de la douleur, cicatrisation activée au niveau donc, de la commissure labiale. Voici le résultat à J7. On a obtenu quand même une parfaite cicatrisation. Là, il s'agit d'un autre patient âgé de 66 ans, mais qui présente par contre une névralgie faciale, avec une zone gâchette au niveau du trou mentonnier, c'est-à-dire la douleur était très importante. Nous avons appliqué 12 séances de laser en endobuccal et en exobuccal. Résultat, 1 mois après, nous avons donc absence de douleur au niveau du trou mentonnier, mais apparition de douleurs qui n'étaient pas très importantes que les premières au niveau de l'ATL. Nous avons donc pratiqué encore 4 séances de laser et le malade est en cours de traitement. Troisième patient, donc il s'agit là d'un patient âgé de 64 ans qui est venu consulter pour une tuméfaction mandibulaire avec une douleur importante suite à une obturation canalaire de la 43 avec dépassement apical. Nous avons appliqué 3 séances de laser en endobuccal au niveau de la région apicale, en exobuccal au niveau de l'œdème. Voici le résultat 5 jours après, absence de douleur et régression de l'œdème.
Là, c'est un patient jeune, âgé de 35 ans, qui est venu nous voir pour une désinclusion de la 38. Nous avons appliqué une séance préventive, donc de laser, une séance post-extractionnelle, c'est surtout pour activer la cicatrisation au niveau de cette région. Il est revenu 2 jours après, je finis, s'il vous plaît. Donc il est revenu avec un petit œdème mandibulaire, donc nous avons aussi appliqué des séances de laser, et voici les résultats. Donc à J7, absence de douleur, régression de l'œdème et cicatrisation accélérée au niveau du site extractionnel. Alors que peut-on conclure? Nous pouvons dire que la lasérothérapie est une technique de pointe recommandée aujourd'hui dans le domaine de la médecine dentaire. Elle apporte un confort de travail à l'opérateur par sa rapidité d'action et son efficacité. Elle est appréciée par les patients, donc en général la douleur est le symptôme le plus invalidant. Alors les avantages du laser pour la santé restent désormais prouvés par de nombreuses études cliniques. Néanmoins, cette technologie reste peu pratiquée dans notre pays à cause de son coût très élevé. Je vous remercie.